Merci, Monsieur le Président. D'Emma Danol, mes chers collègues. Cette session est principalement consacrée à l'examen du budget de la région. Gageons que nos débats ne ressembleront pas à ceux de l'Assemblée nationale. Quelques députés, membres de partis d'extrême, au comportement condamnable, mais au final, hélas, si peu condamnés, donnent une bien triste image de ce qu'est devenue la représentation nationale. Mais ici, point de cela, point de psychodrame, pas de tractation de dernière minute, tout juste la question de savoir qui votera le budget de votre majorité relative, qui aura le courage de ses opinions, au prix de quelles concessions certains vous rallieront pour adopter ce budget, traduction chiffrée des orientations budgétaires dont nous avons débattu en décembre et qui présente en février un sérieux décalage. Il y a 2 mois, vous estimiez votre budget 2023 à 1,637 milliards. Il est aujourd'hui présenté à 1,86 milliards. 224 millions d'écart. Une paille que Stéphane de Salier-Dupin, président de la Commission des finances, décryptera. Notre groupe, qui, comme d'autres que je remercie, a le mérite de la clarté. Nous avons annoncé d'emblée que nous ne voterons pas ce budget-là. Pas par opposition de principe, nous sommes des élus sérieux et responsables, mais parce que nos priorités ne sont apparemment pas les mêmes et que le concret n'est toujours pas au rendez-vous. Cette année, plutôt que de proposer un budget alternatif, nous avons opté pour 2 seuls amendements, la suppression du volet recettes et la suppression du volet dépenses, purement et simplement. Ça laisse à chaque groupe, en fonction de ce qu'il aura obtenu ou pas comme avancée, la liberté de se prononcer pour ou contre. Et ce, ouvertement. C'est la raison pour laquelle nous avons pris l'initiative de vous demander un vote à scrutin public sur le volet recettes et sur l'équilibre budgétaire. Alors, à l'occasion de cette session, je me suis replongée dans l'art de la guerre de Sun Tzu. J'ai retenu 4 préceptes. Le premier. Celui qui n'a pas d'objectif ne risque pas de les atteindre. Nous sommes élus depuis 1 an et demi et nous nous interrogeons toujours sur vos ambitions pour la Bretagne. L'institution régionale a des compétences obligatoires à assumer, des choix stratégiques à opérer, mais semble avoir bien du mal à arbitrer. De session en session, nous vous exhortons à exprimer la position de la région sur la gestion de l'eau. Vous nous refusez le débat en plénière. Sur les déchets, nous n'en parlons nulle part. Sur l'énergie, nous sommes priés d'attendre, ça va venir. Sur les aéroports, nous ignorons toujours vos intentions. Sur le devenir, par exemple, de Brest et Quimper. Sur la santé, la 3e génération du programme régional de santé est en cours d'écriture, ni son ni image du côté de la région. Toujours dans l'art de la guerre. 2e précepte. La règle, c'est que le général qui triomphe, vous êtes dans la peau du général, Monsieur le Président, est celui qui est le mieux informé. Êtes-vous bien informé, Monsieur le Président, de la situation actuelle? D'après l'INSEE, la Bretagne gagne chaque année 0,5% d'habitants en plus, mais avec de fortes disparités. Plus 0,9 en Ille-et-Vilaine, plus 0,5 dans le Morbihan, mais seulement 0,2 en Finistère et dans les Côtes-d'Armor. Si Rennes et Vannes continuent de croître, Brest, Quimper, Lorient stagnent et la baisse se poursuit à Saint-Brieuc. Les villes moyennes et le littoral tirent leur épingle du jeu, mais la déprise se poursuit dans nombre de communes rurales ou en Bretagne intérieure. Conséquence immédiate, les fermetures de classes, sauf en Ille-et-Vilaine. L'éducation nationale aurait en effet décidé de supprimer 67 postes dans les écoles publiques de la région, 22 dans les Côtes-d'Armor, 35 dans le Finistère, 10 dans le Morbihan, et il est à parier que les écoles privées subiront le même sort. Ces données doivent nous inquiéter. Le Covid, la guerre en Ukraine, les choix politiques contestables de l'actuel locataire de l'Élysée ont eu, ont et auront des conséquences sur la vie quotidienne des Bretonnes et des Bretons. Un Breton sur 5 connaîtrait des fins de mois difficiles. Les hausses de salaire, quand elles existent, restent inférieures à l'inflation. Le prix du carburant frôle les 2 €. L'augmentation du coût de l'électricité pour les particuliers, certes pour certains avec un plafond de 15%, mais 15% tout de même. La même pour le gaz, plus 15% depuis janvier. Je pourrais en dire autant pour les entreprises et les collectivités.
S'ajoute à ces hausses celle des terrains à bâtir, des coûts de construction, des taux d'emprunt, sans parler de l'augmentation des loyers. Autant d'atteintes au pouvoir d'achat qui justifient notre opposition à la hausse des tarifs du TER ou de la taxe sur la carte grise que vous augmentez une nouvelle fois cette année pour l'établir à 55 €, la plus chère de France. Toujours dans l'art de la guerre, lorsque le coup de tonnerre éclate, il est trop tard pour se boucher les oreilles. Or, un orage, voire une tempête se prépare. Baisse du cheptel avec les conséquences à venir sur l'industrie agroalimentaire, plan de sortie de flotte avec l'impact sur la pêche, rareté du foncier avec son cortège de hausse des prix du logement dont semble se soucier si peu le gouvernement. L'agriculture et la baisse du cheptel. De toutes les régions de France, c'est en Bretagne qu'il diminue le plus vite sur les 10 dernières années. Pour exemple, la déprise porcine est de 4,3%. Plus récemment, en 2022, notre région a perdu 21 000 vaches laitières. La production de lait a baissé de 50 millions de litres. Et si le prix du lait s'est négocié à la hausse, les charges ont elles aussi augmenté. En viande, les industriels subissent la moindre consommation des ménages. Le discours anti-viande n'y est pas étranger. En 2022, la production de poules pondeuses en France pourrait atteindre moins 7%. Les volumes sont en recul de 7,6% pour l'ensemble des volailles sur les 8 premiers mois de 2022. Et s'agissant des légumes, les récoltes ont été fortement impactées par les températures élevées et le manque d'eau de l'été 2022. Inquiétant. Or, quand l'agriculture prend froid, c'est tout l'agroalimentaire breton qui s'enrhume. Avec près de 60 000 salariés, la Bretagne est la première région agroalimentaire française en matière d'emploi et de chiffre d'affaires. Jusqu'à présent, les industries de la viande et du lait dominaient largement, des productions qui dégagent peu de valeur ajoutée et sont principalement tournées vers la demande intérieure, pas suffisamment relayées par l'export. Compte tenu de la baisse du cheptel, les conséquences sont forcément à venir sur les outils de transformation que sont les abattoirs et le risque est grand d'une atteinte à la dynamique de l'emploi. Préoccupant. La pêche. La flotte française est pour l'instant la deuxième la plus importante de l'Union européenne en tonnage des navires et en valeur des débarquements, derrière l'Espagne. En 2020, dans le contexte de crise sanitaire, la valeur des débarquements a commencé à diminuer. Malgré une baisse des coûts, la valeur ajoutée, la marge brute et le bénéfice net de l'activité sont également en baisse et se situent à des niveaux très inférieurs à la moyenne des 5 dernières années. La fin de la période des 5 ans de Brexit approche et nous ne voyons rien venir de concret. Mais vous travaillez, nous avez-vous dit, Monsieur le Président, vous avez écrit à la Première ministre. Le plan de sortie de flotte n'est autre qu'un plan de casse, annonciateur de fermeture de criers, de drames familiaux, sur lequel le ministre de la Mer est si peu prolixe quand il ne fuit pas le sujet. Mais vous y travaillez. Ou l'impact sur la filière halieutique, Monsieur Kueff, de la mise en service de projets d'éolien en mer. Un sujet qui fait l'objet d'une pesante omerta à quelques mois de la mise en service du parc éolien au large de la baie de Saint-Brieuc. Angoissant. Enfin, la rareté du foncier. Que va engendrer la loi climat et résilience dans son article 191, celui sur le ZAN, le cauchemar des élus locaux. Non pas qu'ils n'ont pas conscience, Madame Fortin, de la nécessité de préserver les terres agricoles et d'évoluer dans l'approche du développement, mais parce que malgré les discours, colloques et autres promesses gouvernementales, l'atterrissage ne se fait toujours pas alors que le compteur tourne. Que dit cet article? Un objectif de zéro artificialisation nette des sols en 2050, un rythme de consommation divisé par 2 entre 2021 et 2031, soit 9 000 hectares pour la Bretagne. Ces objectifs doivent être appliqués, dit la loi, de manière différenciée et territorialisée. On s'en réjouit a priori, dans des conditions fixées par la loi, mais la loi qui peine à se préciser par décret. Tout projet de développement de l'activité économique ou de l'habitat est aujourd'hui soumis à l'interprétation plus ou moins bienveillante des services de l'État. Alarmant. En somme, et à travers ces quelques exemples, nous avons le sentiment que vous n'avez pas pris la mesure des réalités. Et ce n'est pas Sun Tzu, mais Napoléon Bonaparte que j'appellerais à la rescousse. Le grand art, c'est de changer pendant la bataille. Malheur au général qui arrive au combat
avec un système. Le budget que vous nous proposez, deuxième de la mandature, est de continuité. Il est ajusté, alors qu'il devrait être contracyclique et que nous devrions organiser la résilience. Eh bien, chez Hérisson-la-Bretagne, chers collègues, nous refusons la fatalité et nous voulons nous appuyer sur les atouts de la Bretagne, à commencer par ses forces vives. Et nous faisons nôtre ce quatrième précepte de Sun Tzu. Celui qui excelle à résoudre les difficultés les résout avant qu'elles ne surgissent. C'est la voie que nous vous proposons d'emprunter afin que notre institution ne soit pas taxée d'assemblée hors sol. Je vous ai fait part des difficultés que nous voyons poindre. Si je devais simplement résumer notre ligne, nous proposons à la région de se recentrer sur ses compétences, les lycées, l'orientation, la formation professionnelle, faire le choix résolu du soutien à l'agriculture, à la pêche, à l'industrie, tout en précisant, chers collègues, que l'économie n'est pas l'adversaire de l'écologie. Ce peut même être tout le contraire. Nous aimerions d'ailleurs vous entendre, Monsieur le Président, sur les projets de Bridor ou de la ferme aquacole de Plouisy. Être à la hauteur des attentes des Bretonnes et des Bretons sur le très haut débit, nous vous le concédons, il y a du mieux. Sur le transport scolaire et interurbain, quid des chauffeurs de car, sur l'eau, l'économie circulaire, l'énergie, sur le train du quotidien. Nous aimerions d'ailleurs vous entendre, Monsieur le Président, sur la LNOBPL, sur le RTET, Quimper et Brest à 3 heures de Paris. Enfin, de répondre aux interpellations des collectivités locales de Bretagne qui ont besoin de clarté pour envisager l'avenir. Au cours des débats, mes collègues s'exprimeront sur vos choix et ceux qui seraient les nôtres, programme par programme. Je vais pour ma part insister sur 2 sujets d'actualité. Les choix gouvernementaux qui ont un impact direct sur l'action publique dans notre région et la forte attente des maires et intercommunalités à votre égard. Sur les choix gouvernementaux, la création de France Travail d'une part et la loi d'accélération de production des énergies renouvelables d'autre part, avec des questions simples. Quel impact voyez-vous à la mise en œuvre de la réforme de Pôle emploi? Autrement dit, sur le partage de données, la mutualisation de l'offre de services, où en est la Bretagne? La question mérite d'être posée à double titre. La pénurie de main-d'œuvre qui s'amplifie et la nécessité de travailler plus longtemps tout en améliorant les conditions de travail. Sur la loi ENR, là encore, le gouvernement a pris les choses à l'envers. Il aurait dû faire part de ses intentions en matière de mix énergétique, puis décliner les moyens en renouvelables et en nucléaire. La loi sur les énergies renouvelables vient d'être votée. Nous savons votre soutien à l'éolien et au photovoltaïque, dont acte. Mais quelle est la carte d'implantation demain des parcs en Bretagne? Sur des sujets aussi sensibles, la transparence est de mise, car l'acceptabilité, là aussi, se travaille. Sur les attentes des maires et intercommunalités, la baisse des financements de la région aux politiques territoriales ou à l'économie sociale et solidaire n'est pas une bonne nouvelle du tout. À l'heure où les 1200 communes de Bretagne peinent à boucler leur budget, à l'heure où elles sont confrontées à une augmentation des demandes de soutien de la part des associations, il est urgent de leur dire si elles peuvent compter sur la région et pour quels projets. Elles attendent toujours le détail des pactes de cohérence et l'articulation avec le programme Bien vivre en Bretagne. Quant aux ânes, il est attendu une vision claire de la région et un arbitrage sur les propositions de l'Interscot. La responsabilité de la région est grande, qui examinera son SRADET, un document qui, en cascade, chers collègues, s'imposera au SCOT, au PLU et au PLUI. Attention à ce que la région ne reproduise pas avec les collectivités locales les mauvaises manières de l'État à son égard. Un État qui n'a eu de cesse ces dernières années de recentraliser et de recomplexifier. Recentralisation, j'en terminerai par là. Quand la Macronie est par sa faute en difficulté à l'Assemblée nationale, elle recourt à la technique du rideau de fumée. Ses armes favorites, les débats sociétaux et les questions institutionnelles. Alors que le Parlement est saisi d'une loi sur les retraites qui continue de faire réagir le pays, le président de la République, qui devrait s'en émouvoir, regarde ailleurs. Il annonce une réforme des institutions, espérant ainsi retrouver une popularité perdue. Retour du septennat, instauration de la proportionnelle, cumul des mandats, diminution du nombre de députés, redécoupage des régions. Cela aurait été mis sur la table au cours d'un déjeuner avec François Hollande, celui-là même qui est à l'origine d'une succession de réformes territoriales, la loi MAPTAM, la loi de délimitation des régions, la loi NOTRe, dont on mesure aujourd'hui les effets. Une action publique toujours aussi peu lisible, encore moins efficace, plus coûteuse pour les deniers publics et génératrice d'abstention.
sans compter cette occasion manquée en 2015 du retour de la Loire-Atlantique en Bretagne, alors que le gouvernement comptait plusieurs ministres bretons, dont celui à qui vous avez succédé, Monsieur le Président. No comment. Neuske des om lar muior.